Frérot, tu te rappelles de cet accident? Good afternoon from New York. We're coming on the air with breaking news, very sad news to tell the... C'était un crash d'hélicoptère qui a eu lieu à Calabasas, en Californie, il y a un petit moment de ça déjà. Une info pas hyper joyeuse, hein, mais ce sont des choses qui arrivent. Mais si ça a fait un raz-de-marée, c'est parce que dedans, il y avait Kobe Bryant, un des meilleurs athlètes de tous les temps. L'héritage qu'il a laissé dépasse largement le basket. Il a inspiré beaucoup d'entre nous, et peut-être même plus que ce que tu imagines. Kobe, c'est une attitude, un mindset, une éthique de travail poussée à l'extrême, des titres, des records, des statistiques qui font mal aux yeux. Kobe, c'est un style de jeu offensif, aiguisé, taillé pour les grands soirs de playoff, toujours fidèle à un seul et unique maillot, après 20 ans de carrière. Un numéro 8 qu'il a par la suite multiplié par 3, tout comme son niveau de jeu d'ailleurs. Kobe, c'est un mentor pour des millions de joueurs à travers le monde qui nous a malheureusement laissé sur un des décès les plus tragiques et improbables qu'on ait pu connaître dans le monde du sport. Et aujourd'hui, ça fait 5 ans déjà. 5 ans après son accident. Forcément, après un tel événement, son nom circule encore et toujours. À un point où j'ai l'impression qu'il est toujours là en fait. Alors peut-être que tu le connais de loin, que tu le connais pas du tout, ou que t'as juste envie de revivre ses plus grands exploits. Dans tous les cas, installe-toi, je vais t'apprendre qui était vraiment Kobe Bryant. Alors déjà, faut un peu remonter en arrière. Il y a quand même quelques trucs sympas à savoir sur l'enfance de Kobe. Il a eu un parcours assez atypique, et elle est notamment due à son père, Joe Bryant. C'était un ancien joueur NBA, passé par Philadelphie, San Diego, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Los Angeles Clippers, et Houston. Après ça, il a joué en Europe, et plus particulièrement en Italie pendant plusieurs années. Et même en France, du côté de Mulhouse. Il est resté quelques mois ou la saison entière, je sais plus, enfin bref. Tout ça pour dire que le petit Kobe, qui était déjà né, a vécu une partie de sa jeunesse en Italie, et en France du coup. Alors, bonjour le choc culturel, un gamin tout droit venu des États-Unis, ne parlant ni italien ni français, et étant généralement le seul Renoir de sa classe, ça doit faire bizarre. Surtout que l'Europe dans les années 80, c'était pas trop branché basket quoi. C'était un niveau inférieur et une manière de jouer quand même différente en comparaison avec la NBA. Du coup, Kobe il était un peu solo dans son délire. Parce que oui, je t'apprends rien si je te dis qu'il baigne dans le basket depuis tout petit. Un peu logique quand t'as un père qui est joueur pro et que t'as passé une autre partie de ton enfance en Californie, durant l'âge d'or des Los Angeles Lakers et de Magic Johnson. Kobe il aimait beaucoup Magic Johnson, mais en parallèle t'avais un autre joueur dont Kobe s'inspirait au maximum. Ce n'était encore qu'une étoile montante à ce moment-là, Michael Jordan. Il inspectait ses moves de très près et voulait les reproduire à l'identique, et c'était aussi ça Kobe. Il était déjà très impliqué bien avant d'arriver dans l'élite, faut croire que c'était ancré en lui depuis le début. Le mec était là pour abattre. Faudra attendre l'adolescence pour passer aux choses sérieuses, puisque la famille Bryant est de retour à la maison, du côté de Philadelphie. Kobe, âgé de 14 ans, intègre le lycée de Lower Merion. C'est pas un établissement de fou furieux, il a atterri là-bas parce que c'était pas loin de chez lui surtout. Et ce retour au pays, il est pas évident, puisque Kobe doit se réintégrer après avoir passé de longues années en Europe. Bon alors t'inquiète pas, il est toujours aussi talentueux et il a bien grandi aussi. Mais là le problème, c'est qu'il faut gagner des matchs, parce que c'était pas trop le cas avec son équipe. Genre vraiment pas. Sachant tout ça, Kobe il va travailler, mais de manière démesurée. Le mec s'entraîne tous les jours, enchaîne les séances de muscu, premier arrivé au gymnase, dernier à en partir. Chaque moment de la journée était bon pour aller chercher l'excellence. Travailler beaucoup plus que les autres, étudier le jeu beaucoup plus que les autres. C'était le genre de mec perçu comme un gros taré. Il y a même des témoignages d'anciens camarades qui l'ont vu faire durant cette époque. Il s'entraînait plus dur que quiconque, j'avais jamais vu ça de ma vie. Son implication et son focus étaient d'un tout autre niveau pour un si jeune âge. Les gens partaient faire la fête, lui, il allait à la salle. Il parvient même à s'entraîner avec des joueurs NBA et à battre l'un d'entre eux sur un 1v1. Du coup, avec le temps, l'image qu'on avait du petit Kobe déter là, elle commence à se confirmer durant son cursus. Scoreur, provocateur, obsédé par la gagne, avec ce petit côté égocentrique, on peut le dire. Malgré les galères qu'il peut avoir, il arrive déjà à prendre ses responsabilités et à tout simplement prouver que c'est lui et personne d'autre en fait. Clairement les prémices de ce qu'allait devenir Kobe Bryant par la suite. Les Aces de Lower Merion gagnent de plus en plus de matchs et passent d'équipe un peu claquée à vrai contender. 1987 sera la consécration pour le lycée de Philadelphie, qui de 1 finit champion d'état et de 2 avec un Kobe qui écrase tout le monde. Le mec clôture l'exercice à 30 points, 12 rebonds et 6 passes de moyenne. Non, à ce stade-là, le travail acharné a juste rendu ça beaucoup trop simple. Et il sera logiquement élu joueur Naismith de l'année. Un trophée iconique qui récompense le meilleur basketteur lycéen parmi toute la cuvée de talent qu'il peut y avoir aux États-Unis. C'est clairement un top prospect, je pense que tu l'as compris. Tous les plus gros programmes universitaires d'Amérique sont à ses pieds, et notamment la fac de Duke, un monument lorsqu'il s'agit de basket universitaire. Et donc, comme tout sportif américain qui se respecte, avant de passer chez les pros, c'est l'heure de choisir une fac, et donc de prendre une décision cruciale pour son avenir. Kobe Bryant, I have decided to skip college and take my talent to the NBA.
Là, c'est un vrai coup de poker tenté par Kobe. Passer directement du lycée à l'élite, il est loin d'être le seul dans ce cas de figure. Tu peux compter pas mal de joueurs qui ont sauté l'arc université. Certains ont réussi, d'autres pas vraiment. Et le cas de Kobe soulève une problématique concernant son avenir. Est-ce qu'il va tenir le coup physiquement? Est-ce qu'il a les épaules pour intégrer la grande ligue à un si jeune âge? Malgré son 1m98, le natif de Philly est jugé trop frêle pour s'imposer dans la grande ligue. Si tu demandes à un recruteur NBA, peut-être qu'il te dira « Il se met le doigt dans l'œil, il est loin d'être prêt ». Et forcément, quand t'es une franchise, t'es tenté de te dire « Les gars, on a des cracks qui ont su faire leurs preuves en NCAA, l'élite des championnats universitaires. Alors pourquoi on devrait se faire chier à recruter un lycéen ?» On arrive à la draft de 1996, la fameuse loterie où chaque équipe doit choisir un prospect en fonction de son classement. Si tu connais la chaîne, tu connais le concept de draft normalement. Et cette cuvée, elle est iconique. Plusieurs d'entre eux sont devenus de grands joueurs. T'as eu entre autres Allen Iverson, Steve Nash, Ray Allen, d'autres noms moins connus mais qui ont aussi marqué la ligue de leur empreinte durant les années 2000, comme Stephen Marbury, Peja Stojakovic, Jermaine O'Neal, Antoine Walker, Sharif Abdul-Rahim, et la plupart de ces mecs-là seront draftés avant Kobe. Choisi en 13e position par les Charlotte Hornets. Du coup, un des tout meilleur joueur de l'histoire a été drafté seulement 13e. C'est fou quand on y pense. Mais bon, faut se remettre dans le contexte de l'époque. Tout ce qu'il allait faire par la suite, fallait le prévoir quoi. T'avais aussi les New Jersey Nets qui étaient prêts à drafter Kobe, mais lui il était pas trop chaud pour aller là-bas. Du coup ils ont finalement profité de leur 8e pick de draft pour choisir Kerry Kittles. Je sais pas qui c'est, je sais peut-être pas non plus, pas la peine de développer plus que ça. Et t'avais aussi Philadelphie qui était intéressé. En plus c'est sa ville, donc pour le storytelling ça aurait pu être pas mal, mais les Sixers pour cette draft, ils avaient hérité du premier pick. Du coup ils ont préféré choisir Allen Iverson, qui avait tout cassé avec la fac de Georgetown. Un choix beaucoup plus fiable forcément. D'ailleurs je t'avais dit qu'il s'était entraîné avec des pros. C'était les joueurs des Sixers. Et le mec qui l'avait battu, c'était un gars du nom de Jerry Stackhouse, très bon joueur drafté par Philly l'année dernière et qui a quand même fait une vraie carrière en NBA. Mais bon, tu t'es fait laver par un gamin quoi. Mais t'inquiète, là on y vient. Kobe, il a beau être drafté par les Hornets, il s'en fout un peu aussi. Lui, ce qu'il veut, c'est jouer pour les Lakers. L'équipe est en reconstruction depuis la fin de l'ère Showtime, mais la draft c'est pas trop leur dos à ce moment-là, puisqu'ils héritent seulement du 24e choix. Ce qui les préoccupe durant cette période, c'est de signer Shaquille O'Neal, nouvelle sensation chez les big men en NBA, du haut de ses 2m16 et environ 140 kg. À la base, il joue pour le Orlando Magic, mais lui, tu sais quoi, à la rigueur, on pourra se le coffrer pour une autre vidéo. Du coup, l'agent de Kobe va contacter Jerry West, légende des années 60 et general manager de la franchise californienne. Il finira par être séduit par le profil de notre personnage principal et voudra logiquement en faire sa recrue. Les Hornets et les Lakers se mettent d'accord sur un trade qui verra le pivot Vlade Divac prendre la direction de Charlotte, tandis que Bryant fera le chemin inverse et pourra donc faire ses valises pour Los Angeles. La vraie histoire peut enfin commencer, Kobe débarque en NBA. À son arrivée, Kobe fait partie des plus jeunes joueurs de l'histoire à rejoindre la Grande Ligue, le 4e pour être plus précis. Tandis que les rookies de la draft 96 s'avèrent déjà être des éléments forts de leur équipe, le numéro 8 des Lakers est discret pour sa première saison. Il boucle un exercice à 7 points, un rebond et une passe de moyenne, avec 7 petits matchs en tant que titulaire sur les 71 qu'il a pu jouer tout au long de la saison. Il y a quand même un semblant de hype autour de lui. Il fait preuve d'un jeu assez spectaculaire, avec des petits highlights comme ça qui se perdent. Ah ouais. Non, il va en découdre. Et ce petit côté showman, il va avoir l'occasion de le montrer au grand public, le 8 février 1997, à Cleveland, durant le All-Star Game, un match à la base qui réunit les meilleurs joueurs de la Grande Ligue. Mais autour, t'as des événements comme le Dunk Contest ou le concours de 3 points. Et non, Kobe sera absolument pas nominé All-Star, mais il sera appelé pour ce fameux Dunk Contest, l'art de fracasser l'arceau de la manière la plus stylée possible. Et il va pas se rater sur ce coup-là. 6'6". Oh! Yes! But look at his style, look at his rhythm. Third dunk. Oh, that was big. And they'll do it one more time. Oh, between the legs! Kobe Bryant! Néanmoins, une victoire au Dunk Contest, ça reste anecdotique. C'est plus pour le divertissement qu'autre chose, mais c'est important de le souligner. Pour la culture, tu connais. Mais à part en cette soirée de février, le monde de la NBA n'y prête pas encore attention au joyau qu'est Kobe Bryant. C'est juste un gamin qui fait le spectacle, mais qui est loin, très loin d'être indispensable à son équipe. L'attention est tournée clairement vers le Shaq qui s'est imposé de manière fracassante avec les Lakers puisque il les a rejoints à l'été 96. T'as aussi Allen Iverson qui s'avère être extrêmement prometteur et qui a été élu rookie de l'année. Et puis t'as Michael Jordan quoi. De son côté, Kobe a tenté un nouveau coup de poker, porter les siens durant les playoffs. Ok, pourquoi pas. C'était en demi-finale de conférence contre le Utah Jazz. Lors d'un game serré à l'extérieur, le numéro 8 tente de donner l'avantage aux Lakers à plusieurs reprises. Ça va être un échec monumental et vu de tous. 4 airballs sur cette fin de match et une élimination pour la franchise californienne. On peut souligner l'audace d'avoir pris une telle responsabilité alors que personne lui a demandé. Mais c'est quand même un poids assez lourd à porter pour n'importe quel joueur. Psychologiquement,
Bon, ça aurait pu en abattre plus d'un. Bah là on parle de Kobe les gars. Du coup lui ce qu'il va faire c'est retourner à la salle immédiatement après être rentré à Los Angeles. Il est toujours persuadé d'être le meilleur et continue à s'arracher comme personne et il va pas se faire attendre pour récolter les premiers fruits de son travail. La deuxième saison de Kobe est synonyme de progression pour lui. Il n'est pas encore starter, mais niveau rendement statistique, il y a une nette différence. 15 points, 3 rebonds et 2 passes de moyenne, de quoi attirer l'attention de sa majesté Jordan lors d'un affrontement contre les Chicago Bulls. Avec notamment ce plan où Jordan a l'air de lui donner des conseils. Et il lui donne clairement des conseils. À croire que c'est son petit protégé, alors que ils sont adversaires en fait. Non, parce que généralement Jordan, il en a rien à foutre frère. Il t'en plante 35 sur la gueule et il te parle mal. Mais surtout, ça donnera cette photo. Elle est devenue légendaire et je la trouve cool. Au fil de cette deuxième saison assez encourageante, Kobe sera sélectionné pour son premier All-Star Game à 19 ans et 167 jours. Tout simplement le plus jeune All-Star de l'histoire. On pourra même le retrouver encore une fois en train d'affronter Michael Jordan. L'arrière des Bulls, qui n'était pas hyper en forme pour l'édition de 98, commence à comprendre à qui il a affaire. Il est venu me défier assez tôt. J'aurais fait pareil si j'étais lui. Si tu vois quelqu'un qui est malade ou quoi que ce soit, tu dois l'attaquer. Il a attaqué et j'ai aimé son attitude. Une fois la saison régulière terminée, les Lakers parviennent à se hisser jusqu'au final de conférence lors des playoffs 98, qui vont se terminer sur une nouvelle élimination face au Jazz. Encore une fois. Et après ça, la progression de Kobe, elle s'arrêtera plus jusqu'à enfin se faire sa place dans le 5 majeur. Pour sa saison 99, la saison régulière sera écourtée en raison d'une grève des joueurs, un événement plus connu dans le milieu sous le nom de lockout. Ça empêche clairement pas Kobe de jouer et de se montrer de plus en plus létal au fil du temps. D'ailleurs, à cette époque, il faisait du rap. Bon, ça a pas duré longtemps, mais voilà, l'info est là quoi. 19 points, 5 rebonds et 4 passes de moyenne pour sa troisième saison. C'est un peu en train de devenir une star, lentement mais sûrement. Surtout si tu couples ses performances avec son jeu spectaculaire qu'on avait mentionné plus tôt. Le problème, c'est que les Lakers peinent à retrouver le chemin vers les finales. Malgré les bons résultats, les Angelinos se ramassent systématiquement une fois venue l'heure des playoffs. Et tout ça, c'est dû à un certain manque de cohésion au niveau du collectif. Kobe, c'est pas le mec le plus amical que tu puisses avoir dans ton équipe, de par sa personnalité de travailleur solitaire acharné. Il a tendance à mal s'entendre avec ses coéquipiers, et plus particulièrement, je te le donne en 1000, Shaq. C'est un problème d'ego surtout, car on parle là du meilleur joueur des Lakers, et le mec qui essaye de devenir le meilleur joueur des Lakers. Et pour régler tout ça, t'as peut-être une solution. Et elle se trouve à Chicago, puisqu'il s'agit d'un certain Phil Jackson, l'entraîneur qui a accompagné Mike et les siens vers le succès qu'on connaît tant. Et donc ce fameux Phil Jackson, il va prendre place sur le banc des Lakers. Il est considéré comme le meilleur coach de l'histoire et est notamment réputé pour sa faculté à faire cohabiter de grosses individualités. Chose qu'il avait réussi à faire avec Pippen, Jordan et Dennis Rodman. Il fallait le gérer lui aussi. Donc là, on est à l'aube des années 2000. Sa Majesté vient de prendre sa retraite et on attend de trouver la relève. Et notre Kobe, il attend ce moment depuis longtemps. Donc, nous voilà pour la saison 99-2000, et Kobe confirme son rôle de futur star. L'alchimie avec le grand Shaquille O'Neal prend forme grâce aux travaux de Phil Jackson, qui a fait des Lakers la meilleure équipe de cette saison régulière, avec 67 victoires et 15 défaites. Notre cher numéro 8 clôture l'exercice à 22 points, 6 rebonds et 5 passes de moyenne, en plus de 60 matchs joués. Il y a eu des petits pépins physiques par-ci par-là, et malheureusement, ça va le poursuivre en playoff. Ça l'empêchera pas d'arriver le couteau entre les dents et de balayer Sacramento au premier tour, Phoenix en demi-finale de conférence et Portland en finale de conférence. Dernier carré avant les finales NBA. Mention spéciale pour cette bataille très tendue contre les Blazers, qui verra Los Angeles arracher la victoire au Game 7 après avoir été mené de 15 points en fin de match. Ouais, ça en est fallu de peu, mais on y est les gars. Kobe va jouer ses premières finales NBA à l'âge de 21 ans seulement. Face à lui, ce sont les Indiana Pacers, leaders de la conférence Est et menés par Reggie Miller, véritable terreur des années 90 grâce à son jeu longue distance. Mais il y aura des galères durant ces finales. Ça avait bien démarré, les Lakers menaient 2-0, mais Kobe devra nous laisser sur une entorse à la cheville. Un vrai coup dur pour lui d'abord et surtout pour son équipe dont il était devenu un élément fort. Les Lakers vont donc devoir composer sans leur numéro 8 qui peut dire ciao à ses finales NBA. Absent au troisième match de ces finales, Los Angeles va s'incliner, de quoi redonner un bol d'air frais à l'adversaire. Mais au Game 4, ce qui va se passer à l'approche du match, c'est que Kobe, contre toute attente, décide de jouer malgré sa blessure à la cheville. Et crois-moi qu'il va pas juste faire acte de présence. Lui et Shaq vont dérouler sur cette rencontre, insuffisant pour arracher la victoire, puisque les deux équipes vont continuer en prolongation, sans le pivot des Lakers, exclu en toute fin de match. Donc là, Kobe il est seul pour porter les siens. Il tremble absolument pas et nous lâche 28 points dans 8 en prolongation, avec la victoire pour Los Angeles, avec une cheville en moins, faut le rappeler. Une victoire cruciale pour les Lakers, qui sont désormais à une seule victoire du titre.
L'affaire sera close après le Game 6. Malgré les efforts d'Indiana, les Lakers ressortent victorieux sur le score de 4 victoires à 2. C'était une bataille intense, mais Kobe l'a surmonté au final. Il peut donc maintenant savourer son tout premier titre. Il reste plus qu'à confirmer pour ces Lakers, désormais installés au sommet de la NBA et grands favoris pour la saison suivante. Mais c'était pas de tout repos. Début de saison pas évident, mais malgré tout il termine avec un bon bilan de 56 victoires et 26 défaites. Kobe lui termine cette fois-ci à 28 points, 6 rebonds et 5 passes de moyenne. La vraie masterclass de cette saison, ça va être les playoffs. 30 points de moyenne sur toute la campagne, dont une pointe à 48 points contre Sacramento lors des demi-finales de conférence. Tout ça, ça va donner une copie quasi parfaite de 15 victoires et une seule défaite. Tout simplement la deuxième meilleure campagne de playoffs jamais vue dans l'histoire. Tu l'auras compris, après avoir éteint les mêmes adversaires que la saison précédente, les Lakers sont une nouvelle fois champions NBA, en ayant dominé les Sixers d'Allen Iverson sans trop de suspense, avec un Kobe bien installé en tant que nouvelle superstar et un Shaq à son prime absolu, qui se verra attribuer les 2 MVP des finales sur les 2 titres de Los Angeles. Revenir au sommet après un titre, c'est quand même fort. La plupart des joueurs se seraient reposés sur leurs acquis, mais garder la détermination d'en faire toujours plus après 2 titres d'affilée, cet exploit-là, il est plus connu sous le nom de back-to-back. Un exploit réalisé par une poignée d'équipes, aujourd'hui gravé dans la légende. Je commence à connaître notre protagoniste. Lui pense déjà à la 3e étape. Le three-peat, seul Michael l'a fait. Et 2 fois en plus. T'avais aussi Boston dans les années 60, c'était une autre époque, ils en ont pris 8 d'affilée. Bon, tout ça pour dire qu'il n'y aura pas de repos pour ces Lakers, qui réalisent une saison similaire à ce qu'ils avaient produit l'année dernière. Kobe nous fait du Kobe, Shaq est toujours le joueur le plus dominant de son époque, mais quand tu regardes de plus près, c'est toujours électrique entre les deux. En effet, ça arrivait aux Lakers de laisser filer des matchs, et ça provoquait souvent des embrouilles en interne entre les deux superstars. Donc malgré ce qu'ils ont accompli, y a forcément des doutes à l'approche des playoffs. Les Lakers peuvent-ils aller chercher un nouveau titre avec une cohésion d'équipe un peu bancale ? C'est la question qu'on se pose, et ils vont répondre sur cette campagne. Seattle au premier tour, c'est dans la poche, San Antonio aussi dans la poche. Par contre, Sacramento les gars, ça va être un peu plus compliqué. Ça fait 2 saisons de suite que les Kings se prennent le mur face aux rivales californiens. Et cette équipe a commencé vraiment à avoir de la gueule, jusqu'à finir leader de conférence Ouest en 2002, quasiment favori pour les finales. Et donc ce nouvel affrontement contre les Lakers, il va être extrêmement serré, et il va faire couler beaucoup d'encre une fois arrivé au Game 6. C'est un des événements les plus connus pour les fans de NBA, mais pas pour les bonnes raisons. Sacramento mène 3-2 dans la série, ils sont sur le point d'éliminer Los Angeles. Mais t'as des gars qui vont en décider autrement. Les arbitres. Au terme d'un match serré, et plus particulièrement sur la fin, plusieurs décisions seront défavorables envers les Kings. Faute non sifflée, exclusion d'un de leurs joueurs, Kobe n'aura même aucune sanction suite à un violent coup de coude qu'il avait infligé au meneur Mike Bibby. Volontaire ou non, je te laisse juger, et dans tous les cas, les Lakers repartiront avec la victoire, pour revenir à 3 partout. Une victoire qui fait clairement scandale. Le grand match de Kobe n'est clairement pas le centre de l'attention sur ce coup-là. On a appris plus tard que l'arbitrage aurait été dans l'intérêt de la NBA, de faire durer la série jusqu'au Game 7 et de voir Los Angeles en finale plutôt que Sacramento. Tout simplement parce que c'est Los Angeles mon gars, c'est beaucoup plus vendeur. Et les Kings ne s'en relèveront pas, ils peuvent faire une croix sur les finales une fois ce fameux Game 7 terminé. Retour une nouvelle fois en finale pour les Lakers qui devront faire face aux New Jersey Nets, un effectif porté par Jason Kidd, un des plus grands meneurs de l'époque. Là non plus, il n'y aura pas de suspense, ils feront clairement pas le poids dans cette série. LA écrase son adversaire 4-0 et s'inscrit avec une facilité déconcertante comme la 3e équipe de l'histoire à réaliser le triplé. Malgré les contretemps, Kobe a été exemplaire tout au long de ses playoffs et il n'y a désormais aucun doute sur le fait qu'il est devenu grand. Très grand. Et ouais mon gars, triple champion NBA à seulement 24 ans, que demander de plus ? Après ces 3 titres, Kobe va connaître plusieurs tournants majeurs dans sa carrière. Il est désormais la superstar de l'équipe avec une saison 2003 à 30 points. Le leader statistique de cette équipe, du moins en termes de points, puisque Shaquille O'Neal commence tout doucement à décliner. Et ces 30 points de moyenne, il les doit à un run d'anthologie en plein milieu de saison régulière. La machine met souvent du temps à se lancer, commence à avoir l'habitude. Mais aux alentours de janvier, février, mon gars, accroche-toi bien.
9 matchs de suite à plus de 40 points. Le record de Michael Jordan. Seul le préhistorique Will Chamberlain a fait mieux. Ah ouais, j'ai dit préhistorique quand même. 45 points contre Seattle avec 9 tirs à 3 points de suite. 51 contre Denver. 55 contre Washington. Les fameux Wizards de Michael Jordan. Un run qui permet aussi aux Lakers de gratter des victoires et de remonter vers une précieuse deuxième place au sein de la conférence Ouest. Malheureusement, le chemin devra s'arrêter en demi-finale. La bande à Tim Duncan et Tony Parker auront raison des Lakers avant de s'emparer du titre pour cette saison 2003. Comme on l'a dit, cette période marque un tournant pour Kobe, avec plusieurs faits divers qui auront leur importance. Engagé avec Adidas depuis ses débuts en NBA, Bryant a payé 8 millions de dollars pour se séparer de la marque allemande en 2002, après un désaccord avec les dirigeants concernant ce qu'ils avaient prévu pour lui. Durant cette saison, il avait donc aucun contrat avec aucun équipementier. Du coup, tu pouvais le voir jouer en Jordan 3, en Jordan 11, en Air Force. Après voilà les gars, là on est rentré sur du Kobe Prime, la nouvelle méga star NBA. Tu crois vraiment que Nike va pas arriver avec un contrat sur la table? Faudra attendre juin 2003 pour le voir signer un deal de 45 millions sur 5 ans. Donc là, les paires signatures, elles arrivent à grands pas. Mais t'as un autre fait divers beaucoup moins sympa qui va déjà retarder sa première paire chez Nike, mais qui va aussi mettre un grand coup à sa carrière. Les accusations d'agression. Bon, cette partie elle est un peu délicate, mais comment dire. Fin juin 2003, Kobe devait se rendre dans le Colorado pour se faire opérer du genou. Et une fois arrivé à son hôtel, il rencontre une jeune femme de 19 ans, avec qui, ils vont faire des trucs. Non mais t'inquiète, ils vont jouer à Fortnite. Sauf que, le lendemain, c'est cette même fille qui vient déposer plainte pour viol. Et à partir de là, la vie de Kobe devient un enfer. Son image est salie, il risque même la prison. Certaines marques vont arrêter de travailler avec lui. C'est pas le cas de Nike, mais comme on l'a dit, il faudra attendre un peu avant de voir les premières Kobe. L'affaire traîne durant plusieurs mois, et notre arrière devra alterner entre entraînement, déplacement, match et tribunal. Concernant l'accusation, je pense qu'on va pas rentrer en détail, tu peux trouver tout et son contraire sur internet. Mais l'affaire a traîné car l'accusatrice aurait manqué de preuves solides jusqu'à progressivement lâcher le morceau. Kobe lui clame son innocence et va tout de même s'excuser auprès de madame en affirmant qu'ils ont bien joué à Fortnite. Mais il pensait juste qu'elle était consentante. Il y aura même une conférence de presse à ce sujet, avec sa femme Vanessa à ses côtés. Pitié, ça devait être tellement embarrassant, pour elle comme pour Kobe. I'm innocent. I didn't force her to do anything against her will. L'affaire sera abandonnée en septembre 2004 et réglée à l'amiable quelques mois plus tard. On raconte même que Kobe aurait versé plus de 2 millions de dollars de dédommagement à la jeune femme. Bref, on va revenir au basket, parce que cette histoire, mon gars, elle a bien un vrai coup à la carrière de Kobe, et ça s'est vu sur le terrain, avec des statistiques en baisse, des finales NBA perdues contre Détroit, les problèmes judiciaires qui vont avec, l'image d'antagoniste qui doit se coltiner auprès du public, et le départ du Shaq en fin de saison. Après ça, peut-être ça l'arrange, on sait pas. 2003-2004, c'est sûrement pas un exercice gravé dans les mémoires pour Kobe et ses fans. Mais pour surmonter tout ça, il s'entraîne. Encore, et encore, et encore. Tiens, on en vient à un fait très intéressant. Est-ce que tu connais la routine d'entraînement de Kobe? C'est très simple, elle est nommée 666 Workout. Une routine composée de 6 heures d'entraînement, réunissant 2 heures de course, avec des sprints et du cardio, 2 heures de basket, avec un travail sur ses shoots et son footwork, qu'il répète sans cesse, jusqu'à maîtriser aujourd'hui à la perfection. Et pour clôturer le tout, 2 heures de muscu. Faudrait que j'essaye un jour. Le tout, 6 fois par semaine, sur une période de 6 mois. Il raconte même qu'il se levait à 3h du matin pour opérer. Ouais non, je vais pas essayer en fait. C'était les débuts de la Mamba Mentality, et plus particulièrement durant cette période délicate. Et en parlant de Mamba, ce surnom il le doit à Quentin Tarantino et son film Kill Bill, en référence au fameux Black Mamba que tu peux retrouver dans le film. Ce à quoi il va hériter du même surnom, une sorte d'alter ego qui était destiné à dissocier le Kobe qu'on connaît sur les parquets et celui qui vivait en dehors. Of all the creatures that you could have pulled for yourself, why that one? Because it spoke to me. The length of the snake, the accuracy of the snake, the temperament. I step on the court, that's me. I don't play around. I'm not there to be your best friend. I am there to destroy you. Et c'est aussi une manière d'annoncer sa vengeance pour lui. Son image a pris un sacré coup, mais maintenant, il est prêt à revenir plus fort. C'est une page qui se tourne pour les Lakers, avec le Mamba toujours en tête du navire, qui doit maintenant poursuivre sans Shaquille O'Neal et prouver qu'il peut amener une équipe au sommet en étant le leader de cette équipe. Et là aussi ça va être une galère, le départ du Big Giselle fait mal et va tout de suite impacter le bilan des Californiens, avec un vilain 34 victoires pour 48 défaites. 2004-2005 c'est pas non plus une saison dont on va se rappeler. Après 9 saisons dans la grande ligue, Kobe est absent des playoffs. Pour la première fois de sa carrière les gars. Tout de même il remonte la pente tout doucement, avec un meilleur bilan statistique et retrouve de son éclat sous le retour de Phil Jackson.
Il était parti lui aussi après la saison 2004 et va faire demi-tour et revenir sur le banc des Lakers. Après les échecs de Rudy Tomjanovic et Frank Amblin qui se sont succédés en plein milieu de saison, c'est aussi pour ça que les Lakers se sont un peu cassé la gueule. Donc Kobe nous a vite habitués à des standards très élevés, qui fait que le voir rater des playoffs ou boucler des saisons autour des 25 points de moyenne, ça peut laisser le public sur sa faim. Mais à l'aube de la saison 2006, le Mamba s'apprête à toucher des sommets qu'il n'avait encore jamais atteints. Bryant hits. Oh my gosh! Held is clothesline Bryant. I step on the court, that's me. I don't play around. I'm not there to be your best friend. I'm there to destroy you. Précis au tir, agressif vers le cercle, décisif durant les fins de match, une maîtrise totale des jets qui répète sans arrêt depuis tant d'années maintenant, tout simplement impossible à stopper. Un jeu fluide, tranchant, chirurgical, l'art du scoring à son paroxysme. Le mec a banalisé les matchs à plus de 40 points, et même à 50 points. Il nous sort une pointe iconique à 62 points contre Dallas durant le mois de décembre. Bon, tout ça c'est bien beau, mais si je te disais que c'était qu'un avant-goût de ce qu'il allait nous proposer le 22 janvier 2006. You know, when he gets around the basket, he's so creative. That's just nothing for him. It's a routine layup for Kobe Bryant. Kobe by quarter, 14 in the first, 12 in the second, 27 in the third. Ce que tu es en train de voir actuellement, c'est un massacre orchestré par Kobe, à lui tout seul. Quasiment tous les tirs sont à lui, comme si les dieux du basket avaient pris possession du Black Mamba ce soir-là. 81 points, deuxième plus scoring de l'histoire sur un match de NBA, derrière les 100 points de Will Chamberlain. Une performance lointaine venant d'une toute autre époque, on pensait que personne n'allait se rapprocher, mais Kobe l'a fait ce soir-là, dans ce qui devait être un match parmi tant d'autres, face à des Toronto Raptors complètement dépassés. Toujours dans un run d'anthologie, la saison se termine avec une moyenne lunaire de 35 points par match. Un des plus grands festivals offensifs jamais vus dans le basket. Il termine évidemment meilleur scoreur de la saison et seulement 4e au titre de MVP. À première vue, t'es tenté de te dire comment il a pu finir si bas avec un tel bilan. Faut demander à son équipe. Niveau collectif, c'est trop léger pour les Lakers. Et ça a son importance lorsqu'on doit élire le meilleur joueur de la saison. Et pour preuve, Los Angeles sortira au premier tour des playoffs face à la nouvelle grosse tête de la conférence Ouest, les Phoenix Suns. Une machine collective bien rodée et menée par Steve Nash, qui a été lui élu MVP pour son apport collectif. Et ce premier tour des playoffs résume parfaitement la situation. Malgré l'élimination et les limites auxquelles peuvent faire face les Lakers, on retient ce shoot victorieux de Kobe durant le Game 4. C'était à la maison et ça leur a permis de mener 3-1 dans la série. Avant de finalement s'écrouler face à cette armada de Phoenix, plus discrète, mais bien plus efficace. Alors toujours dans une optique de renouveau, c'est à l'été 2006 que Kobe délaisse son numéro 8, un numéro avec lequel on l'a vu grandir et devenir la légende qu'il est aujourd'hui. Mais également un numéro avec lequel on l'a vu s'enfoncer dans tout un tas de galères. Trop arrogant, trop solitaire, dépendant du Shaq, accusé d'agression. Mais maintenant c'est derrière lui, en témoigne ses récents exploits et son nouveau numéro 24. Il l'avait porté à ses tout débuts du côté de Lower Merion, avant de l'échanger contre le 33. Mais c'est au sommet de la NBA qu'il va renouer avec ce fameux 24 et de nous régaler avec une énième saison à son meilleur niveau. 31 points, 5 rebonds et 5 passes de moyenne, il finit une nouvelle fois meilleur scoreur au terme de l'exercice, avec de nouvelles performances encore stratosphériques, comme cette phase du mois de mars où il inscrit 65 points contre Portland, avant de réitérer quelques jours plus tard en inscrivant 60 points contre Memphis. Ça sonne un peu comme un appel de Kobe à la NBA pour leur dire « Les gars, donnez-moi ce titre de MVP ». Parce que s'il y a bien un trophée qui manque à son armoire, c'est clairement celui-là. Et non, il sera toujours pas élu pour cette saison. Toujours les mêmes problèmes du côté des Lakers, le bilan est trop limité et ils vont encore se manger un mur après avoir arraché une 7ème place dans une conférence ouest plus que relevée. Ce mur, on a récemment fait connaissance avec, il s'agit de Phoenix au premier tour, encore une fois. En même temps, faut dire qu'ils avaient pas une équipe de fous ces Lakers. Autour de Kobe, t'avais Lamar Odom qui lui servait un peu de lieutenant depuis le départ d'O'Neal. C'est loin d'être suffisant si tu veux aller chercher une bague. Et donc on attend de voir si les Lakers peuvent construire une vraie équipe pour les prochaines saisons. Kobe s'approche gentiment de la trentaine, le temps commence doucement à être compté. Et ça tombe bien, car il va y avoir du neuf au sein de l'équipe. Ils ont l'air d'avoir compris la leçon. Arrivé tout droit de Memphis, les Lakers accueillent un joueur du nom de Pau Gasol. Un pivot espagnol qui a fait ses armes avec la franchise du Tennessee. Et forcément, si je t'en parle, c'est qu'il va faire du bien à cette équipe. Il tourne à 18 points de moyenne et 8 rebonds. Et embrasse son rôle de lieutenant à merveille aux côtés du Black Mamba, avec un jeu solide au poste, tout en étant fin techniquement. Raison pour laquelle il bonifiait le jeu de l'équipe. Les deux joueurs se parlaient même en espagnol sur le terrain. Parce que ouais, Kobe maîtrisait l'espagnol. En parlant de lui, puisque c'est sa vidéo à la base, il nous fait encore du Kobe. Rien de plus à dire, il est toujours aussi intenable. Et cette fois, les Lakers retrouvent les sommets de l'Ouest avec 57 victoires et 25 défaites. Et ça, tu sais ce que ça veut dire, mon gars. Enfin, Bryant sera élu joueur de la saison pour la première fois de sa carrière, après de longues saisons à tourner autour du trophée.
Il faut dire que les journalistes qui votent pour le titre de MVP, ils sont assez stricts lorsqu'il s'agit d'en choisir un. Déjà car on l'a dit, les résultats collectifs sont essentiels pour pouvoir y prétendre. Et que malgré son statut de meilleur joueur sur les années 2000, il y avait toujours une superstar mieux classée pour lui voler la vedette. Quoi qu'il en soit, ce qui compte pour lui, c'est le titre. Il aura une nouvelle occasion de le prouver lors des playoffs 2008. Au premier tour, il fera qu'une bouchée de Denver. Demi de conférence, il s'occupera du Jazz avant d'abattre les Spurs en finale de conférence, qui avait quand même fini champion la saison précédente. Et donc, une fois de retour en finale, qui de mieux pour se présenter que l'ennemi historique des Lakers, les Boston Celtics. Une rivalité éternelle qui implique les deux franchises les plus titrées de l'histoire. Ils se sont affrontés à de multiples reprises dans le passé, et notamment durant les années 80, et la rivalité légendaire entre deux monuments de la Grande Ligue. Cette fois-ci, c'est Kobe et Pau Gasol, qui font face à un roster élite composé de Kevin Garnett, Paul Pierce et Ray Allen. Tous les trois au sommet de leur carrière, et ça va se voir sur ces finales. Après avoir mené 2-0, suivi d'un réveil tardif des Lakers, les Celtics s'emparent du titre. Une défaite douloureuse pour Kobe, que ce soit de une pour la rivalité avec Boston, mais aussi l'idée qu'il ne pouvait pas y arriver sans Shaquille O'Neal. Le Mamba veut sa vengeance, et il repart au combat sans broncher, avec un exercice 2009 dans les standards de ce qu'il a pu faire avec son équipe la saison précédente. Et devine quoi, encore un match à 60 points, contre New York en plus. Tu mets pas 60 points comme ça, je veux dire. Vraiment, il t'a sorti ça comme si c'était la routine annuelle. Les Lakers retrouvent les playoffs et sont sur le point de passer à la trappe face aux Houston Rockets lors des demi de conférence. Ils avaient fini que 5ème ces Rockets, donc on imagine qu'ils avaient pas grand chose à perdre. Et ils vont créer la surprise en prenant le Game 1 à Los Angeles. Kobe répondra au Game 2 avec 40 points. Et permettra aux Lakers de reprendre l'avantage jusqu'à encore se faire surprendre et se retrouver à 3 partout dans la série. C'est bel et bien au Game 7 que l'affaire sera bouclée grâce à un Pau Gasol des grands soirs. Le plus dur à l'ouest, c'est jouer sur cette série, car les Lakers au tour suivant ne feront qu'une bouchée de Denver avant de retrouver les finales pour la 2e saison d'affilée. Kobe, lui, jouera les 5e finales de sa carrière. Aura-t-on droit à une revanche contre Boston? Non, malheureusement, c'est le très prometteur Magic d'Orlando qui se dresse sur le chemin. Kobe démarre fort avec 40 points sur le Game 1, permettant à Los Angeles de vite prendre l'ascendant sur la série, et accompagné du mythique You're up 2-0. What's the story? Are you not happy or? Job's not finished. Job finished? En effet, le travail n'est pas fini. Ça va vite être réglé sans trop de suspense au bout du Game 5. LA wins the 2009 NBA title. Victoire 4-1 des Lakers, et Kobe célèbre son 4e titre afin d'inscrire une nouvelle page de plus dans sa légende. Toujours dans la continuité, les saisons commencent à se ressembler pour Los Angeles. Kobe est toujours un scoreur élite et il emmène encore les siens au sommet de l'Ouest. Les playoffs seront qu'une partie de plaisir, ou presque, et les victimes cette fois-ci seront la jeune équipe d'Oklahoma City, ainsi que Utah et Phoenix. Petit à petit, la pression monte à l'approche des finales, et de l'autre côté, on remarque que Boston est en train de rouler sur tout le monde. Il y a peut-être une revanche qui arrive à grands pas, et elle va bien prendre place une fois que chacun aura étrillé sa conférence. Lakers and the Celtics, it just sounds right at this time of year. And the crowd on its feet at the Staples Center, they have been fired up. Avantage à Los Angeles, qui démarre les 2 premiers matchs à domicile en raison d'un meilleur bilan par rapport à son adversaire. Ça enlève en rien la tension présente dans cette série, puisque Boston, qui a fini seulement 4ème, a bien l'intention d'arriver jusqu'au bout. Et cette série, elle sera bel et bien serrée. Los Angeles n'arrive pas à conserver son avantage et se voit même mener au score. Il reste qu'une seule victoire pour les Celtics, afin de reprendre le trône. De son côté, c'est la première fois que Kobe joue une série aussi tendue. C'est un grand moment de sa carrière et de l'histoire qui se joue au terme de cette saison 2010. Malgré le chaos et les incertitudes, le Mamba répond présent, 28 points de moyenne et une précieuse victoire au Game 6, ramenant les deux équipes à 3 partout. Les cartes sont rebattues, on aura donc droit à un Game 7. Et un Game 7 de finale NBA, tu peux le voir en cette soirée du 17 juin 2010. La tension est à son paroxysme au Staples Center. Les joueurs sont sous une pression pas possible. Là mon gars, fini le beau jeu. Seule la victoire compte. Et malgré la pression écrasante, Boston est devant au score, avec plus de 10 points d'écart durant le 3e quart-temps. Mais à l'approche du buzzer final, ils vont bel et bien revenir au score et parviennent à prendre une poignée de points d'avance grâce à des paniers ultra précieux de Kobe, de Pau Gasol et plusieurs de leurs coéquipiers. Comme chaque fin de match serré en NBA, on a le droit à un jeu haché par les temps morts et les lancers francs. Et pour ce soir, les Lakers ne flanchent pas et remportent le match. Cinquième titre pour Kobe Bryant, élu logiquement MVP des finales, après l'avoir été aussi en 2009. Il décrira ce moment comme le plus important de sa carrière, le point final de sa revanche, envers tout ce qu'il a vécu depuis plusieurs saisons maintenant. Just got one more to Shaq.
Et si on allait chercher un 6ème titre, histoire d'égaler Michael Jordan, et pourquoi pas rentrer très sérieusement dans la discussion du GOAT. En tout cas, tu connais notre Kobe, il en veut toujours plus, et il va s'en donner les moyens. Et comme toute bonne chose ont une fin, ça va s'avérer beaucoup plus complexe. Les récents choix des Lakers vont pas aider, les arrivées de Steve Nash et Dwight Howard vont s'avérer être un flop total. Dallas viendra couper court au parcours des Lakers, avant de voir OKC prendre sa revanche l'année suivante. Et les résultats des Lakers commencent à décliner, tout comme les statistiques du Mamba qui arrive au crépuscule de sa carrière. Il est de plus en plus exposé aux blessures, mais la Mamba mentality reste intacte. On a même pu le voir revenir sur les parquets et mettre ses lancers francs, après une rupture au tendon d'Achille. On l'a aussi vu se disloquer le doigt en plein match et se le faire remettre en place avant de là aussi revenir sur le parquet. C'est n'importe quoi, mais c'est aussi ça Kobe les gars. C'est pas seulement des stats et des paniers décisifs, c'est un mental d'acier, prêt à répondre présent peu importe ce que tu lui mets en face. Malgré tout ça, le temps va passer, et à l'aube de la saison 2016, on n'attend plus rien des Lakers. Le niveau de l'équipe s'est complètement effondré, et Kobe peut plus faire grand chose à lui tout seul. Âgé de 37 ans, c'est l'heure pour lui d'entamer sa tournée d'adieu. Chaque déplacement est un hommage. Il est acclamé à chaque fois qu'il foule un parquet adverse, même celui de Boston. Un dernier All-Star Game à Toronto, après y avoir participé 18 fois et remporté 4 fois le titre de MVP. Une carrière à plus de 33 000 points. 4e meilleur scoreur de l'histoire en NBA. 20 ans de carrière sous un seul et même maillot, dont les 2 numéros seront retirés du jamais vu dans l'histoire. Et pour clore le tout, un dernier récital à 60 points pour son tout dernier match. What can I say? Mamba out. Bon bah ça y est, Kobe est à la retraite. Des adieux à faire lâcher une larme à n'importe quel fan de basket, surtout s'il est fan des Lakers. Et c'est plutôt compréhensible en vrai. Après ça, il va mener sa vie, s'occuper de sa famille. Il est aussi très près de sa fille Gianna qui aspire à jouer en WNBA. Et puis il va mener tout un tas de projets derrière. Il va écrire des livres, il va réaliser Dear Basketball, un court-métrage dédié à son amour pour le basket. Et il va même rafler un Oscar. Non mais voilà, même à la retraite, il gagne des titres. Il a aussi enterré la hache de guerre avec le Shaq. Les deux s'envoyaient souvent des pics, notamment après le départ du géant, avant de s'expliquer en tête-à-tête devant toute l'Amérique. On continuera à le voir à la télé, durant des interviews, sur les plateaux les plus populaires des États-Unis. Beaucoup de discours motivants prenant la discipline, le travail, le dépassement de soi, du Black Mamba dans le texte. Et c'est ce qui fait la particularité de Kobe. Il a laissé derrière lui toute une vague de stars en NBA qui le considéraient comme un mentor. Un père, le meilleur joueur qu'ils aient jamais connu. Celui qui, à la base, voulait devenir comme Michael Jordan, s'est finalement créé une légende unique en son genre, bien qu'il tire une grande partie de son inspiration du légendaire numéro 23. On attendait tranquillement qu'il soit intronisé au Hall of Fame, le panthéon où sont inscrites toutes les plus grandes légendes passées par les parquets, mais je pense que pour la suite, j'ai pas besoin d'en dire plus. Retired Los Angeles Lakers basketball star Kobe Bryant has been killed in a helicopter crash. It happened this morning. On pense aussi à Gianna, qui nous a quittés à l'âge de 13 ans, ainsi que les autres passagers à bord de l'hélicoptère. On espère qu'il repose en paix, et sur ce, je te laisse avec des dernières images de Kobe. Kobe was my dear friend. He was like a little brother. When Kobe Bryant died, a piece of me died. Kobe, your Heavens MVP. I love you, my man. Till we meet again. Rest in peace, Kobe.